Voilà, on se retrouve pour cette table ronde finale de ce 92e congrès de l'Union nationale des CCAS et on va parler d'un sujet d'actualité comme tous les autres, mais un sujet qui est au cœur de vos politiques sociales puisqu'il s'agit de l'autonomie, qu'il s'agit du grand âge. Et pour en parler, eh bien, nous sommes avec Isabelle Madrid. Bonjour Isabelle, maire adjointe de Talence et administratrice de l'UNCAS. Sa collègue Véronique Besse, qui est vice-présidente de l'UNCAS en charge des seniors, mais qui est aujourd'hui députée de la Vendée. Nous sommes alors une députée, un deuxième député qui est Jérôme Guedj, député de l'Essonne, qui travaille sur ces questions de silver economy, d'adaptation au vieillissement. Et puis avec nous aussi un représentant du monde associatif, Daniel de Goldberg, qui est le président de l'UNIOPS. Éric Chenu, le président de la Mutualité française. Et puis, on a beaucoup parlé des départements. Monsieur le Président Olivier Richefou, président du Conseil départemental de la Mayenne, vice-président de l'ADF, l'Assemblée des départements de France. Et c'est vrai que quand on parle action sociale, on a parlé de l'articulation des politiques et des niveaux de collectivité depuis le début de ce congrès. Actualité de notre sujet, grande loi autonomie au fond, pourquoi faire? Alors on ne va pas faire un débat sur la fabrique législative, mais c'est le prétexte aussi pour parler de la nécessité de prendre à bras-le-corps ce sujet. Et vous y travaillez, Isabelle Madrid, puisque est prévu au mois d'avril un CNR bien vieillir. Et l'UNCAS a préparé des propositions. Ça pourrait peut-être nous servir de fil rouge pour cette table ronde, pour rentrer dans cette table ronde. Aujourd'hui, ce sujet, comment l'UNCAS l'aborde, le prépare et comment, au-delà des propositions de loi qui existent, qu'on a vues, comme celle qui a été déposée en décembre dernier, vous êtes dans une démarche proactive sur ce sujet. Alors, je crois que tous les gens qui sont en face de nous, à qui je dis bonjour, sont aussi proactifs sur le sujet du bien vieillir. D'abord parce que c'est une de nos priorités aujourd'hui dans tous les CCS. On voit de plus en plus de personnes qui tapent à nos portes là-dessus. Et puis c'est un sujet de société, c'est un sujet de dignité humaine. Aujourd'hui, on va être de plus en plus nombreux, on va vieillir plus longtemps, certes, mais avec des pathologies de plus en plus importantes. Donc c'est une de nos priorités. On a une table ronde qui est assez exceptionnelle aujourd'hui. Elle va nous permettre sans doute de démontrer comment les acteurs de terrain peuvent aujourd'hui agir et harmoniser leurs pratiques pour être plus efficients. Parce que d'un autre côté, je vais vous le dire franchement, quand on voit une loi grand âge, je crois que nos collègues députés en parleront bien mieux que moi, on a l'impression qu'ils l'ont écrit un peu sur vous savez, le coin de table. Et la grande loi, ça fait plus de 20 ans qu'on l'attend. Voilà, on l'attend. Enfin, des rapports, je crois que tout le monde en a dans ses bureaux, c'est important. On va avoir du reste un nouveau rapport. Là, ça va être sur le reste à charge dans les EHPAD. Donc, on est très très fort sur les rapports. Après, c'est sur l'action. Et on a besoin aujourd'hui. C'est plus. Là, on est au pied du mur. Il faut aujourd'hui que le gouvernement. C'est une histoire de dignité. Je le dis très souvent. Il faut absolument qu'on le doit à nos anciens. Moi j'ai 65 ans, en plus je pense que c'est intéressant pour moi la suite, mais je veux dire, on le doit à nos anciens. Il faut aujourd'hui qu'on pense à eux. Les gens, ils veulent rester chez le domiciliaire, coûte moins cher à l'État, certes. Et c'est un choix en plus de nos concitoyens. Mais aujourd'hui, il faut apporter une réponse qui soit une réponse saine, digne, et on se le doit. Alors vous parlez de la contribution du CNR. Le CNR, je crois qu'on est très nombreux à avoir fait des contributions, chacun. En fait, on pourrait se dire qu'on aurait pu le faire tous ensemble, du reste. Peut-être qu'on aurait été mieux écoutés. Enfin, on espère qu'on va être écoutés. On était de bonne volonté tous. Mais vous avez porté tous votre tonalité particulière sur cette proposition sur le bien vieillir. Et alors, justement, dans le discours des CCAS, il y a d'abord cette approche par le territoire, par la proximité.
C'est une évidence. Pour nous, enfin, le chef de file, c'est le département. Il n'y a pas de. Alors, on parle à la CNSA, etc. Pour nous, c'est une évidence. Mais aujourd'hui, comment est-ce qu'on descend et on devient acteur sur le territoire? Il y a eu le baromètre social qui a été présenté hier matin. Il a bonne idée de lancer. On voit bien que ce que nous pensons, c'est-à-dire qu'on voit bien qu'on est la porte d'entrée, parfois le dernier recours, parce qu'il y a parfois on revient vers nous parce qu'il n'y a pas eu de réponse ailleurs. Aujourd'hui, on peut coordonner sur les territoires sans doute une action territoriale qui a du sens. Ça, je pense qu'on va le faire. C'est notre défi qu'on doit faire avec aujourd'hui les départements. On doit se coordonner, harmoniser nos actions. Et il y a une chose qui est certaine, c'est qu'aujourd'hui, un CCAS, c'est d'abord un maire. Et un maire, sur un territoire, il est capable de coordonner les acteurs. Quand on veut rapprocher le soin du social, voilà. Moi, j'ai une chose à dire. On peut compter sur nous tous. On est 8000 maires et élus avec des services dont c'est le quotidien de se préoccuper des personnes âgées. Et je pense très sincèrement que oui, on peut compter sur nous, on est là, maintenant, on est au pied du mur, il faut réussir cette transition. Alors, vous dites tous concernés, et effectivement, c'est bien vieillir dans sa ville, dans son village, dans son quartier, et ça concerne au-delà des CCAS, mais après, il y a l'accueil, il y a la question des établissements, des services, et là, je me tourne vers Véronique Besse, puisque vous avez travaillé un livre blanc sur l'autonomie, et là, on parle autonomie et dépendance, en clair. Oui, pour rebondir sur ce que dit Isabelle et pour répondre à votre question, ce sujet du bien vieillir et de la perte d'autonomie est un vrai sujet dont on parle depuis longtemps. Le président de la République avait promis à plusieurs reprises une grande loi qui est restée dans les cartons. Là, il y a une petite loi qui arrive. Je regarde mon collègue Jérôme Guedj en même temps, une petite loi qui arrive comme si c'était un peu, soit pour nous amuser, soit un peu de provocation. Il n'y a rien dedans. On va la discuter bientôt, d'ici 15 jours. Il n'y a rien dedans, malheureusement. Parce que je crois que le problème, soit il n'intéresse personne, quand je dis personne au niveau du gouvernement et des politiques en général, soit il n'est pas pris au sérieux. Et les gens ne se rendent pas compte que, je vais être familière en disant ça, mais ça va nous péter au nez un jour. C'est l'éléphant dans la pièce, comme on dit. Exactement, c'est-à-dire qu'il y a eu énormément de rapports. Il y a eu ce fameux livre blanc de l'UNCAS avec des pistes très concrètes pour faire face à la perte d'autonomie. Donc il y a des choses concrètes, il y a des solutions très concrètes, que ce soit pour le domicile ou pour nos EHPAD. Et tout le monde s'en fiche, enfin pas tout le monde, mais encore une fois, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, nos CCAS qui gèrent par exemple des EHPAD, qui gèrent des services à domicile, etc., ne savent plus comment faire. Je rappelle un chiffre, 85% de nos EHPAD publics et privés sont en déficit. Comment on fait? Là aussi, les communes sont impliquées souvent pour, j'allais dire, faire la pointe ou pour éviter que les EHPAD soient trop en danger au niveau financier. Toujours est-il que sur le terrain, le feu couve et que tout là-haut, on fait mine de ne pas voir, ou du moins ça n'intéresse pas forcément nos ministres et le président de la République. Et c'est vraiment dommage parce que c'est un sujet qui pourrait rassembler, par les temps qui courent, je pense qu'on en a besoin, parce qu'il est transpartisan. C'est un sujet aussi qui concerne tout le monde, toutes les familles, soit parce qu'on a un proche qui est concerné, soit nous-mêmes, demain, on sera concernés. Donc, il faut trouver des solutions. Alors, je crois que le premier problème, c'est que ça va coûter cher à la société, mais plus on tarde, plus ça va coûter cher. Mais il faut prendre le problème à bras-le-corps. Il y a le domicile, puisque nos anciens 80-85% souhaitent rester à domicile le plus longtemps possible. Il faut adapter le logement, parce qu'en fait, cette loi grand âge qu'on attend vraiment depuis longtemps, elle concerne plein de sujets qui sont très intéressants. C'est le logement, l'adaptation du logement. Alors, il y a des choses qui sont faites, heureusement, dans nos communes, via le département, etc. Évidemment, il y a des choses qui sont faites. La prime adapte. Exactement. Il y a, au niveau de nos EHPAD, la grande majorité de nos EHPAD ne sont pas aujourd'hui adaptés au grand âge. Il y a la formation du personnel. On voit énormément de nos agents dans les EHPAD et même les aides à domicile qui n'en peuvent plus, qui changent de métier.
Voilà, elles n'en peuvent plus, elles ne sont pas considérées, ni financièrement, il y a un manque de reconnaissance aussi, tout court, sans parler que des finances. Il y a ce volet donc formation, il y a le volet aussi santé, bien sûr, la prise en charge, etc., etc. Et donc, on fait tout reposer sur les départements qui font un travail remarquable parce que c'est leur comment dire, c'est leur compétences avec les ARS voilà. aussi, Mais il y a aussi compétences après, partagées aussi, là encore, dans ce domaine. Sur le terrain, il y a les CCAS qui sont en première ligne, il y a les maires qui sont, donc il y a les CCAS qui sont aussi en première ligne, tous les services qui interviennent. Et moi, je suis assez pessimiste parce que je me dis, un jour, je ne sais pas comment on va faire pour accompagner nos aînés. C'est vraiment un sujet qui devrait être un sujet de préoccupation et être mis dans les priorités au niveau des gouvernants et au niveau de l'Assemblée. La loi qui va arriver vraiment ne répond pas du tout à la question. Voilà, donc c'est un sujet important qui concerne encore une fois plein de domaines et qui aujourd'hui est un sujet vraiment de société. Qu'est-ce que l'on veut pour nos anciens demain? Et les personnes qui sont dans la salle sont certainement des personnes de terrain et qui savent vraiment de quoi on parle quand on parle de l'accompagnement de nos aînés. Et il faut aussi, par respect aussi, aider les personnes qui sont au quotidien sur le terrain pour, encore une fois, pallier au manque de considération qu'il y a là-haut. On va prendre ces sujets, tous ces problèmes que vous venez de signaler, qui sont effectivement la question donc, du cloisonnement entre services et établissements, la question aussi d'un patrimoine à gérer pour les CCAS, de la multiplicité des acteurs associatifs, privés, publics, territoriaux, la question des professionnels, du recrutement, de la fidélisation, de l'usure professionnelle aussi, de tous ces intervenants. Et puis, on parlera du court terme et puis aussi de l'adaptation, comme on le fait depuis hier matin, de l'adaptation de notre société à des transitions, le vieillissement, comment on construit aussi une société vraiment inclusive. C'est justement tout votre travail aujourd'hui, Jérôme Guedj, que vous avez lancé sur cette adaptation au vieillissement avec ce phénomène massif qui nous concerne tous. D'abord, merci à l'Union nationale des CCAS pour cette invitation, parce que le thème que vous avez indiqué pour aujourd'hui, c'est au fond pourquoi faire une loi grand âge et autonomie. Moi, j'en ai fait dans cette configuration avec d'autres depuis des années, des rencontres, des colloques, et j'en ai ras-le-bol. Voilà. Je vous le dis avec un peu de solennité, j'en ai ras-le-bol parce qu'il y a un décalage abyssal, vertigineux, entre le niveau de conscience des professionnels, au premier rang desquels ceux des CCAS, des élus locaux, de l'ensemble de la population, sur l'acuité, sur l'urgence à prendre à la juste mesure l'enjeu de cette transition démographique et cette révolution de la longévité. La crise Covid a amplifié, surligné la problématique du vieillissement. D'ailleurs, à l'issue de cette crise, c'est le président de la République lui-même qui a reconfirmé qu'il y aurait un grand plan grand âge, comme il l'avait dit déjà en 2018. C'était devant le congrès de la Mutualité française à Montpellier qu'il avait annoncé pour la fin 2019 une loi grand âge, prolongeant d'ailleurs ce que ses prédécesseurs, présidents de la République, depuis Jacques Chirac, avaient à juste titre identifié comme un enjeu, sauf que de procrastination en procrastination, on se rapproche de plus en plus du mur et de ce qu'il faut nommer, c'est-à-dire une crise du vieillissement. Si la transition démographique, cette révolution de la longévité, n'est pas mise en haut de la pile des sujets et pas cantonnée au seul sujet essentiel du grand âge, de l'autonomie, de la dépendance, des EHPAD, des services à domicile, tout ça est crucial. Mais l'arbre de la dépendance ne doit pas cacher la forêt du vieillissement. Et le vieillissement, qui est une chance pour notre pays, qui est le fruit de l'allongement de l'espérance de vie, de la maturité de notre système de sécurité sociale, peut pas être mis de côté. Et le déni du vieillissement, alors justement, la comparaison avec les climato-sceptiques, je compare souvent la transition démographique avec la transition écologique. Il a fallu du temps, des années et des années, pour que des gens qui prêchaient en disant « Attendez, on va dans le mur sur la transition, sur les questions écologiques et climatiques »,
avec des climato-sceptiques, c'est la même chose. Il y a des gens qui ne veulent pas regarder le vieillissement alors que les chiffres sont tonitruants. La démographie, c'est une science exacte. Exactement. Et donc, pourquoi j'en ai marre? C'est parce que on a accumulé beaucoup de connaissances. Vous parliez des rapports, Véronique. Franchement, le précédent quinquennat, il n'y a pas eu la loi, ce qui est déjà un problème alors qu'elle avait été promise. Vous savez, on est le 29 mars, il y a 4 ans, presque jour pour jour, que Dominique Libaud a remis son rapport, que tout le monde avait accueilli avec beaucoup d'enthousiasme, parce que précisément, il avait cette vision panoramique. Absolument. Et il proposait une trajectoire sur une dizaine d'années, des modalités d'intervention, des modalités de financement, un enjeu de mobilisation de la société, il y a eu des consultations, Internet, bon bref. Bon. Et sauf que, à nouveau, c'est repoussé. Le rapport Libaud, il a eu le même sort que le plan Borloo. Vous savez, c'est quelque chose où tout le monde se dit ça, c'est ce qu'il faut faire. On a travaillé avec l'ensemble des acteurs, et puis ça fait pchit parce que précisément il y a ce déni. Et donc, est-ce que ce déni il est seulement financier ou est-ce qu'il a d'autres causes? Alors moi, je suis convaincu que il se fracasse sur l'obstacle financier. Il y a un déni du vieillissement. D'abord, il y a un déni intime du vieillissement. Le vieux, c'est toujours l'autre. La question de l'agisme aussi dans notre société. Et donc, c'est un sujet qu'on ne peut pas voir, mais les professionnels, à juste titre, et de plus en plus les personnes âgées elles-mêmes, c'est intéressant dans la période, on voit cette génération des boomers, parfois tant décriée, celle-là même qui a contribué à changer le regard de la société sur la jeunesse, les 68ards, qui aujourd'hui prennent en main un petit peu le sujet. Parce qu'ils se disent, il va falloir nous aussi qu'on contribue, on veut avoir une autonomie et une liberté du choix, et donc une société qui propose des réponses. Et ces boomers, ils sont aussi souvent les aidants de la génération précédente. C'est parce qu'ils ont été confrontés, ils sont confrontés pour une partie d'entre eux au vieillissement de leurs propres parents, aux fragilités, à la perte d'autonomie, à la dépendance, qui voient bien que ce n'est pas prêt. Voilà, et que le changement de braquet n'est pas intervenu. Et donc, moi, je suis législateur aujourd'hui, j'ai été président de département il y a quelques années, mais ce changement de braquet, il n'intervient pas, et je partage ce qui vient d'être dit. Il y a une forme de provocation, pour ne pas dire de mépris, à se dire que la petite loi grand âge qui va être débattue à partir de la semaine prochaine à l'Assemblée nationale répond à l'ampleur des besoins qui sont proposés. Allez la voir si vous voulez, mais vous allez vous liquéfier, parce que c'est sympathique, c'est toujours sympathique quand on fait quelques mesurettes. Mais ça passe à côté de l'enjeu essentiel, et je m'arrête là une seconde, c'est qu'il faut avoir cette vision panoramique. Les villes, on est au congrès des CCAS, les villes sont en première ligne. Le vieillissement est un phénomène territorial. Les élus locaux, communaux et départementaux, ils ont cette connaissance de leur territoire, de ses forces et de ses faiblesses, et on ne les outille pas pour avoir cette vision justement panoramique. Moi, je plaide pour qu'on parle logement, on parle mobilité, on parle accès au sport, accès à la culture, lutte contre les discriminations, agisme, place des aidants, services publics d'accompagnement de la perte d'autonomie. Et tout ça, ça s'appelle l'adaptation de la société au vieillissement, ça s'appelle la prévention de la perte d'autonomie. Et on ne pourra pas le faire avec les petites mesurettes qui sont là. On attend pour le mois de mai une feuille de route à l'issue de ce Conseil national de la refondation Bien vieillir, qui d'une certaine manière a rajouté encore une année de concertation et de discussion alors qu'on avait accumulé... Après tous les rapports... Après tous les rapports, et donc, on a des sujets sur l'isolement notamment qui sont aujourd'hui notamment bien vécus, enfin en tous les cas bien perçus par les CCAS, la question du aller vers, toutes ces questions-là, il y a besoin d'une impulsion politique forte, qui ne peut pas être qu'une impulsion au ministère des personnes âgées ou de l'autonomie, parce que ce n'est pas qu'un sujet sanitaire et médico-social. Moi, il faut qu'autour de la table, un peu comme ça se fait sur les questions relatives au handicap, où on a une conférence nationale du handicap, un comité interministériel du handicap, où chaque année, ou même 2 fois par an, l'ensemble des ministres doit dire qu'est-ce que j'ai fait. Moi, je suis ministre des Sports, je suis ministre de la Culture, je suis ministre du Logement, je suis ministre de la Justice. En quoi, dans toutes les politiques publiques, il faut voir la ville et la ville avec un œil de vieux, pas pour faire une société pour les âgés, mais tout simplement parce que c'est un enjeu de solidarité intergénérationnelle. Et dans le déni que vous évoquez, moi, je l'explique pour partie par le fait de dire on ne va pas encore en faire pour les vieux, mais sans se rendre compte à quel point c'est de l'emploi
créés sur les territoires, des emplois non délocalisables, non substituables, c'est de l'aménagement du territoire, c'est aussi une certaine idée du vivre ensemble. Et donc voilà, donc, dans ce ras-le-bol, on en reparlera peut-être après, à un moment, il faut que la société se prenne en main. Voilà. Il faut que l'ensemble des acteurs se prennent en main. Et donc, moi, j'ai été très frustré de tout ça. Et donc, dans quelques jours, je le dis ici, je présenterai non pas un texte de loi propre, mais une synthèse de tous les travaux qui ont été faits. Je me suis appuyé, y compris sur le livre blanc de l'Union des CCAS, sur tous les rapports qui ont été faits. Et c'est une proposition de loi, mais dont j'espère qu'elle deviendra un jour un projet de loi que les uns et les autres pourront enrichir. Et d'ailleurs, d'ici quelques jours, vous aurez un site internet où les uns et les autres, vous pourrez venir amender ce texte. Et derrière, je termine vraiment par là, la politique, c'est du rapport de force. On le voit en ce moment. Ça suppose de la mobilisation. Et je pense que la société aujourd'hui est disponible. Et face à des gens qui ne considèrent pas que c'est une priorité politique, je pense que tous les acteurs ont intérêt à faire front commun. Je suis d'accord, ça peut être un sujet fédérateur. Il paraît qu'on cherche des sujets fédérateurs aujourd'hui. Celui-là peut en être un, à condition aussi qu'on dégage les moyens nécessaires. On ne pourra pas. Et vous savez, la Cour des comptes, ce n'est pas des gauchistes, la Cour des comptes. D'habitude, ils disent qu'il faut baisser la dépense publique. Là, et je crois que on l'a évoqué hier matin avec Pierre Moscovici. Lui-même a dit la France ne dépense pas assez pour le grand âge. Et donc, à un moment donné, il faudra aussi mettre les moyens, socialiser ceci et faire en sorte que les acteurs bénéficient de cette mobilisation. Voilà, et pour être complet sur cet état des lieux qui nous donne le cadre de notre table ronde, il faudrait rajouter le scandale Orpea, donc avec peut-être des interrogations justement à revenir sur des politiques de proximité qui soient à échelle humaine, qui soient gérables aussi par les acteurs publics locaux, et puis les enseignements aussi de la crise sanitaire Covid. Alors, peut-être justement entendre Olivier Richefou. On a signalé donc le rôle pilote du département, mais aussi les critiques qui ont été faites au département. Et si je prends ce dernier exemple d'Orpea, les moyens qui sont donnés sur le contrôle que vous partagez avec les ARS, et puis aussi les contrats d'objectifs que vous pouvez avoir avec le bloc local, commune et intercommunalité, qui parfois limite les moyens d'action et parfois peut-être de trop quand il s'agit de répondre à une population en augmentation, que ce soit en établissement ou de plus en plus à domicile, puisque tel est le vœu de plus en plus de nos anciens. Merci d'abord d'avoir invité les départements de France à cette table ronde. Merci aussi je crois que ça fait consensus de dire que le département notamment sur le sujet de domicile et d'accompagnement est en première ligne. Mais les départements sont divers. Sans doute que la métropole de Lyon ne ressemble pas beaucoup à la Mayenne ou à d'autres départements. Et donc, il faut tenir compte de ces spécificités, comme il y a aussi des CCAS qui n'ont pas toujours la même ampleur. Quand on est un CCAS d'une ville importante, quand on est un CIAS qui couvre tout un territoire, ou quand on est un modeste CCAS d'une commune de petite taille. Et donc toute la difficulté, c'est de trouver la bonne articulation. Je crois qu'on l'a trouvée, sauf sur le sujet EHPAD. Sur le sujet EHPAD, vous l'évoquiez d'un mot à travers Orpea, mais posons-le d'une façon plus générale, nous n'avons pas trouvé encore la solution d'organisation optimum. Cette double tutelle département ARS n'est pas une organisation satisfaisante. J'en ajoute même une troisième, puisque vous savez que c'est le maire qui préside le conseil d'administration de l'établissement. La mairie, en général, sauf les cas des CCAS, n'y met pas un seul centime. Et donc, son rôle est sans doute assez modeste. Donc, il nous faut d'abord régler cette question de la gouvernance et de qui fait quoi dans les EHPAD. Nous, l'ADF, on porte l'idée de faire une expérimentation, une double expérimentation, pour se dire on va une fois faire piloter par l'ARS, et puis dans le même département, on va faire piloter pour voir comment ça fonctionne du côté des départements. Et puisque l'ADF revendique le pilotage plein et entier. Je crois que ce pilotage plein et entier, il est en lien avec cette notion de parcours que tout le monde connaît bien ici. On a tous expérimenté les PAERPA pour prendre les acronymes que les spécialistes connaissent bien. Et donc on voit bien qu'une personne âgée, elle a un parcours en réalité, résidentiel d'ailleurs,
pour ça que vous avez tous raison de parler du logement, hein, qui est un sujet essentiel. Ces nouvelles formes de logement aussi que constitue l'habitat inclusif, l'habitat vie partagée, hein, comme on le dit. Et donc, si on veut faire de l'EHPAD l'étape un peu finale, dans laquelle on a un parcours encore ouvert, mais une étape de que plus ça en peut plus être médicalisée aussi. Voilà, si c'est un EHPAD ouvert dans lequel on continue à jouer aux cartes ou à plier les serviettes, pour l'avoir vu encore dans un EHPAD récemment en compagnie du ministre, ben, c'est logique que ce soit le département qui s'en occupe. Si c'est un EHPAD qui est très médicalisé, où on fait du soin, un peu comme les masses dans le domaine du handicap, eh bien, il n'est peut-être pas illogique que ce soit l'ARS qui le pilote. Mais si l'ARS le pilote, et si on n'y est plus, ce n'est pas avec notre argent. Et donc, il faudra sans doute que les moyens financiers soient redéployés en ce sens. Sur le reste, on a beau piloter cette politique, on ne le fait pas sans des bras, au sens propre et au sens figuré du terme. Donc sans des acteurs du domicile. Et dans les acteurs du domicile, il y a bien sûr les CCAS, qui sont des acteurs essentiels, notamment en milieu urbain, et que l'on se doit d'accompagner. Dans mon département, on a mis des véhicules à disposition du CCAS de la ville de Laval, pour effectivement favoriser la mobilité des personnels. On apporte, il y a un EHPAD porté par le CCAS de Laval, et on a fait un chèque de 15% de subvention de la reconstruction de cet EHPAD. Donc mais ce dialogue entre les départements et le bloc communal n'est pas toujours harmonieux, hein. Les contrats d'objectifs de moyens... Il est hétérogène. Il est divers sur le territoire. Comme les communes sont hétérogènes dans leurs relations, quelquefois, avec le département. En tout cas, sans les CCAS, sans les acteurs du maintien à domicile d'une façon générale, sans les SAD, il va falloir réussir, ce qui n'est pas facile, la fusion avec les SIAD et les SAD. Ce que font assez bien les CCAS, qui ont en général les services infirmiers intégrés. Hein. Donc cette fusion ne va pas être facile à réussir. Il y a un projet de décret pour le 30 juin. L'ADF y a été assez peu associé, pour ne pas dire pas du tout. Je crois que ça est en voie d'être rattrapé, mais il va falloir bouger un peu les lignes. Nous, on porte l'idée sur les SIAD qu'il faut arrêter ce financement d'ARS qui donne une enveloppe et qui donne des lits, ce qui est d'abord un mot à peu près stupide pour parler de services à domicile. Et donc, il faut qu'il n'y ait pas de contingentement sur les SIAD. Sinon, ça ne favorisera pas le rapprochement entre les services pour réussir le service autonomie. Donc voilà plein de choses qui ne sont pas dans la PPL aujourd'hui et qu'il faut alors enrichir collectivement, d'où l'on vienne, parce que je crois qu'on a un grand consensus. Comme l'a dit Jérôme tout à l'heure, c'est des sujets sur lesquels tous les sachants se sont exprimés et il n'y a pas beaucoup de sujets, sauf la monnaie. Comme vous le dites par le geste. Mais on expliquait qu'aujourd'hui, les établissements, les EHPAD sont majoritairement publics. Dans ce cadre, il y en a 30% qui sont associatifs. Et là, je me tourne vers vous, Daniel Goldberg, vous êtes le président de l'UNIOPS. Alors bon, on ne va pas rappeler devant cette assemblée ce qu'est l'UNIOPS, hein, cette grande fédération de toutes les formes associatives. Vous aussi, vous avez eu une histoire comme les CCAS, mais également des volontés et puis des propositions que vous faites par rapport au CNR Bien Vieillir. Oui, merci. Alors, par rapport au CNR, s'il aboutit à un moment à des propositions concrètes, parce que je pense qu'on est à l'unisson. D'ailleurs, je ferais bien une proposition, c'est qu'on nous laisse un petit peu, là, nous tous, écrire ensemble ce que pourrait être cette future loi pour le grand âge au sens large ou une loi pour l'autonomie. Et je suis sûr qu'on arriverait à avancer. C'est d'ailleurs une première proposition que je fais. Là, ce matin, j'en avais discuté avec le président Luc Carvounas. C'est que je pense que dans le cadre de la régulation de ce secteur, pour ne pas répéter d'autres sujets qui ont déjà été abordés, il faut que le secteur public, les CCAS et le secteur associatif non lucratif, avec le secteur mutualiste, eh bien, nous avancions ensemble dans nos propositions. Parce que, je vous donne mon sentiment, dans la forme de refus d'obstacles que l'on connaît, qui a été parfaitement décrit par les personnes qui ont parlé avant moi, il y a quantité sans doute de raisons financières ou autres. Mais il y a aussi une première raison pour moi, qui est de dire... est-ce que cette prévention et cet accompagnement de la perte d'autonomie, est-ce que c'est une question individuelle, familiale, à l'intérieur du cercle familial,
ou est-ce que c'est une question collective? Et aujourd'hui, ce qu'il manque profondément, c'est cette vision de sécurité collective de la perte d'autonomie. Et si on pense ça de ce point de vue-là, ce qui était le but de la création de la 5e branche, mais qui est un peu coquille vide aujourd'hui, bon, c'est de se dire que c'est une question de société. Et à l'intérieur de cette question de société, évidemment, une forme de régulation du secteur en termes d'acteurs qui peuvent répondre en termes de prévention, d'accompagnement, d'accueil à la perte d'autonomie. Je pense que cette question de la régulation du secteur, c'est ce qui manque aujourd'hui, c'est ce qui a empêché aujourd'hui d'avancer vers ce qu'on appelle une grande loi. Je dis cela d'autant plus que, les risques, ils ne sont pas pour après-demain. Aujourd'hui, dans notre pays, il y a des personnes en perte d'autonomie qui n'ont pas de réponse à leur situation, qui n'ont pas de réponse soit en termes d'accompagnement de services à domicile ou en établissement, ou qui n'ont pas de réponse parce que même en étant accueillies, elles se saignent financièrement, elles-mêmes et leurs proches, parce que les coûts, le reste à charge est trop important pour elles-mêmes ou leur famille. Donc, on a le virage démographique. Et aussi parce que les moyens humains, par exemple, ne sont pas sur le territoire à travers les associations ou les CAS suffisants pour répondre à cette demande. Bien sûr, ce que je voulais dire, c'est que ce n'est pas pour après-demain, c'est dès aujourd'hui. Donc, il y a des risques importants dès aujourd'hui, et il y a un manque de stratégie. Et pour répondre à l'intitulé de votre table ronde, pour faire quoi? C'est d'avoir une stratégie, et d'une stratégie qui est partagée entre les différents acteurs publics, l'État, les départements, les communes, les intercommunalités peut-être, et aussi en forme de régulation. Et permettez-moi de défendre le secteur non lucratif et le secteur public qui est non lucratif par nature, pour dire que par rapport à ce qu'on a connu et par rapport aux risques à venir, eh bien, c'est peut-être de ce côté-là qu'il faudrait aller. Le deuxième point sur lequel je voulais aller, si vous me permettez, vous y venez, et d'autres l'ont dit avant moi, c'est qu'on peut penser tout ce que l'on veut en termes de politique publique, s'il n'y a pas de professionnels sur le terrain pour remplir ces missions, pour aller au domicile, être en établissement, parce que de notre côté, on ne fait pas les pas de bashing. Et je pense que c'est largement partagé ici au congrès des centres sociaux, tout en disant qu'il faut que les EHPAD évoluent, bien entendu, que toutes les formes de maltraitance sont à rejeter. Et on était hier avec la défenseur des droits qui a expliqué ce qui pouvait être fait sur les lanceurs d'alerte, sur la maltraitance. En tout état de cause, il faut des professionnels. Et de ne pas avancer aujourd'hui sur une juste reconnaissance des professionnels en termes de rémunération, en termes de formation initiale et continue, en termes de parcours de vie et de parcours professionnel. Cette question s'adresse aussi aux acteurs associatifs, puisqu'il y a aux employeurs bien pour la sûr, reconnaissance de aux ces métiers, représentants de salariés, mais enfin il y a quand même aussi sans doute une volonté de clore des débats qui sont engagés depuis longtemps et de paroles publiques là-dessus et d'une égalité. Mais je crois que pour en avoir discuté avec Éric Chenu, il viendra sans doute. Eh bien, on va lui donner la parole justement. Voilà. Et peut-être, si vous permettez, un troisième point, ce que nous portons nous, c'est une approche globale de l'autonomie, c'est-à-dire que de notre point de vue, il faut faire sauter les barrières d'âge. On voit bien que entre la question du handicap et la question du grand âge, aujourd'hui, il y a sans doute des spécificités, évidemment. Mais en termes de réponse publique, que ce soit pour penser les établissements, pour penser l'action au domicile, pour penser les parcours de vie, pour penser les parcours professionnels, alors il faut penser les questions d'autonomie globalement. Et c'est aussi pour cela que, pour notre part, le plaidoyer qu'on présentera aussi la semaine prochaine en tant qu'UNIOPS avec l'ensemble de notre réseau, c'est aussi pour avancer globalement sur ces sujets-là et pour mettre la personne au cœur des politiques publiques. Avancer, alors vous le disiez, Éric Chenu, président de la Mutualité française, vous préparez vous aussi cette convention sur le bien vieillir avec 3 axes, à la fois démographiques, économiques, mais aussi écologiques. Oui, bonjour, merci pour cette invitation.
Effectivement, un peu comme ce qu'a dit Jérôme tout à l'heure, on partage aujourd'hui notre pays à faire face à une triple transition. Une transition écologique, une transition numérique et une transition démographique. La transition démographique, elle a des conséquences épidémiologiques fortes. On le voit sur la pression sur le système de santé, l'augmentation de personnes ayant besoin de soins, d'accompagnement, étant porteuses de pathologies chroniques, ce qui modifie structurellement les besoins en soins, en accompagnement. Ça a des conséquences économiques et sociales. Et à force de reculer, de ne pas apporter les réponses à la bonne hauteur, on se prive de capacité d'innovation, on ne répond pas à l'aspiration plus que légitime des personnes qui avancent en âge de pouvoir s'émanciper individuellement, collectivement, de pouvoir être maître de leur projet de vie. Et finalement, on ne fait pas jouer à la protection sociale ce qui est son rôle premier, qui est de garantir la capacité à tous et à chacun de pouvoir s'émanciper. La protection sociale, dans ce qu'ont fait nos prédécesseurs dans leur grande intelligence en 1944, au moment du CNR, le vrai CNR, c'était de pouvoir s'extraire de l'aléa, d'un accident de la vie, d'un pépin de santé, et c'était la sécurité sociale. Et aujourd'hui, face à cette nouvelle évolution de notre société, la transition démographique, eh bien, il faut qu'on refonde en profondeur les moyens que l'on souhaite collectivement allouer à cet enjeu-là. Et c'est un enjeu de financement, c'est un enjeu de déterminer... Voilà, il doit y avoir un débat voilà, avec différentes positions, propositions, pour savoir quel est le niveau de recettes à allouer si l'on veut répondre aux besoins en termes de prévention, de soins et d'accompagnement. Et puis pour vous, c'est quelque chose à prendre le plus tôt possible en matière de prévention. Quand on dit bien vieillir, c'est vieillir en pleine santé. On ne réglera pas la question du bien vieillir si on s'en préoccupe à 60-65 ans. C'est trop tard. Le bien vieillir, c'est dès l'enfance, l'adolescence, c'est pendant la vie active, c'est à tous les âges de la vie. Et à mi-parcours de la vie, il y a un enjeu fondamental, parce que là, on voit, en fonction des métiers que l'on occupe, de leur pénibilité, de l'usure professionnelle, etc., un certain nombre de choses qui s'enclenchent. Et donc, il y a des éléments à mettre en œuvre autour de ça. Mais moi, je rejoins également ce qui a été dit par plusieurs intervenants avant moi, c'est que les politiques de prévention du vieillissement, de la perte d'autonomie, elles ne doivent pas s'appréhender que sous l'angle sanitaire ou social. Ça doit s'appréhender au travers l'ensemble des politiques publiques, du logement, des transports et des mobilités, de l'accès aux infrastructures sportives, etc., etc. Moi, j'ai participé à un voyage d'études au Japon en 2019 sur la question du vieillissement. Et c'était extrêmement intéressant de voir la méthode qui était employée par le ministère de la Santé japonaise. Ce n'était pas le ministère de la Santé qui disait, déterminait ce qu'il fallait faire. Il mettait tout le monde autour de la table, les employeurs, l'équivalent des collectivités territoriales, pour voir comment ils se donnaient pour objectif commun qu'en 2030, l'espérance de vie sans incapacité soit au Japon à 75 ans. Et donc, ils travaillaient ensemble pour co-construire les solutions à mettre en œuvre depuis l'activité, le monde du travail, dans l'aménagement urbain, etc., etc. Et c'est absolument l'adaptation fondamental des domiciles aussi, si avec on veut avancer. Moi, je rejoins également Daniel qui vient d'en parler. Si on veut correctement accompagner le vieillissement, on a besoin de professionnels, on a besoin de personnel, on a besoin de rendre attractifs ces métiers-là, qui sont des métiers peu payés, mal considérés aujourd'hui. Il y a un peu plus d'un an, j'avais signé une tribune avec Laurent Berger suite au scandale d'Orpea sur la nécessité de se projeter collectivement dans une vraie stratégie sur l'avancée en âge. Et ça supposait déjà de revaloriser ces métiers du soin, ces métiers du care. Ça veut dire des vraies structures de formation. Ça veut dire mettre les moyens pour financer ces formations. Ça veut dire reconnaître aussi
toutes les possibilités par alternance, apprentissage, les VAE, etc. De compétences et d'évolution de carrière aussi, parce que ce sont des compétences. métiers où il y a beaucoup d'usure professionnelle. On ne pourra pas faire le même métier à 50 ans, à 60 ans, parce qu'on sait très bien que, effectivement, ce sont des métiers qui sont très exigeants. Et donc, on doit y mettre des moyens. Sinon, on construira sur du sable, c'est-à-dire qu'on n'aura pas les femmes et les hommes pour pouvoir accompagner, mettre en œuvre. Deuxième sujet, c'est le sujet du financement, de la solvabilisation des financements et de la réduction des restes à charge pour les personnes et pour les familles. Là-dessus, il y a les mesures qui étaient évoquées, Jérôme y en faisait référence par le rapport de Dominique Libaud, mais on sait que même si on atteignait les 10-12 milliards qu'il faudrait d'ici à 2030 pour financer correctement cette filière du grand âge, ça ne suffira pas à réduire le reste à charge pour les familles. Aujourd'hui, une personne en GIR 1-2, les plus dépendantes, c'est 12 000 € de reste à charge par personne. C'est considérable. Si vous ramenez ça au niveau de et quand on dit considérable, moyen, parfois impossible. et insoutenable pour certaines familles, vous avez tout à fait raison. Nous faisons, la Mutualité française, avec France Assureur, une proposition de solvabilisation par un système de répartition solidaire, par mutualisation, qui est immédiatement applicable. C'est l'avantage par rapport à des solutions par capitalisation où il faut cotiser pendant 20 ou 30 ans pour pouvoir en bénéficier. Là, on peut le mettre en place et ça peut fonctionner dès l'année prochaine. C'est qu'on mette quelques euros en plus, solidairement, en plus de la complémentaire santé. Pourquoi la complémentaire santé ? Parce que tout le monde en a une. 96% de la population a une complémentaire santé, donc ça permet une mutualisation large, ce qui permettrait de réduire par 2 ce niveau de reste à charge moyen. C'est-à-dire que de mise en place d'une rente de 500 € par mois pour les personnes les plus dépendantes. Il y a des solutions qui existent. Il y a des solutions qui fonctionne. Parce que pourquoi est-ce qu'on a fait cette proposition ? Tout simplement parce qu'il y a un certain nombre de mutuelles dans des champs professionnels précis qui expérimentent ces dispositifs-là, les ont mis en place et ça fonctionne depuis plus de 10 ans. Donc on a du recul et on sait que ça fonctionne très bien. Donc il y a des possibilités. Et puis, dernier élément qu'il ne faut pas perdre de vue, parce qu'une société, c'est, et on l'a vu avec la crise Covid, c'est avant tout les liens. Quand on était tous en distanciation sociale, on a vu à quel point tout ça nous manquait. Et donc, c'est comment on conforte la capacité à aider les autres. Les aidants familiaux, les aidants amicaux, à l'échelle d'un quartier, à l'échelle d'un village, à l'échelle d'une ville. Comment on s'entraide les uns les autres. Cette question du soutien aux aidants est absolument déterminante. Si demain, les aidants, par épuisement, baissent les bras, le coût pour la collectivité sera probablement inassumable et insoutenable. Donc on a intérêt collectivement à être davantage aux côtés des aidants. Les rapports les uns après les autres démontrent qu'il y a une morbidité plus forte chez les aidants. Il y a des problèmes de santé qui s'accentuent d'année en année. Pourquoi ? Parce qu'ils s'oublient, parce qu'il n'y a pas suffisamment de dispositifs de répit et donc ils ne prennent pas soin d'eux. Et je pointe également un dernier élément, ce sont les aidants salariés, les personnes qui travaillent encore et qui sont en même temps aidants de personnes en situation de handicap ou de personnes dépendantes, qui sont dans des situations d'épuisement telles qu'on voit la sinistralité en termes d'arrêt de travail augmenter. Là encore, si collectivement, avec les employeurs, publics et privés, avec la collectivité, on n'apporte pas les bonnes réponses. À un moment donné, ces 4 millions aujourd'hui de salariés qui sont aidants, qui vont augmenter du fait de la transition démographique en nombre, à un moment donné, n'y arriveront plus. Et s'ils n'y arrivent plus, ce sera moins de solidarité, moins de cohésion sociale dans la société. Et je pense qu'on en a largement besoin aujourd'hui de lutter contre tous les risques de fragmentation. Mais en plus, on aura une problématique supplémentaire à financer. Merci Éric Chenu et des signaux qui nous sont envoyés,
qui sont de moins en moins à bas bruit, qui font au contraire aujourd'hui alerte. Alors le principe de ce congrès, c'est de vous donner la parole aussi en fonction des difficultés que vous rencontrez dans vos CCAS, de ce que vous mettez en œuvre et aussi des propositions, des réactions que vous avez. Et 2 micros circulent, vous faites signe pour intervenir, qu'il s'agisse des services à domicile, des établissements que vous avez à gérer, des problématiques plus générales de vieillissement et des nouveaux publics aussi, des CCAS. Ce congrès est bien sûr le vôtre et c'est ce que me demandait Isabelle Madrid, si pour construire les propositions de l'UNCAS, de le faire à partir des travaux du congrès. Qui souhaite intervenir? Voilà, une main qui se lève et le micro est à côté de vous. Vous vous présentez, s'il vous plaît. Oui, Valérie Varenne, vice-présidente CCAS Cherbourg-en-Cotentin. Je vous remercie pour cette table ronde. Et moi, je suis un peu comme le député Gedge. C'est vrai qu'on en a un peu marre, effectivement, des rapports qui tombent et qui ne sont pas pris, je dirais, à la hauteur de ce qui doivent être pris. Aujourd'hui, dans les CCAS, alors peut-être qu'il y aura d'autres réactions, on est confronté au problème de recrutement de personnel dans nos établissements médico-sociaux, donc nos EHPAD. On est confronté au recrutement des aides à domicile. Et donc, voilà, ça c'est la première problématique. Et lorsqu'on parle d'attractivité et de revalorisation, si on peut saluer effectivement l'action du Ségur Santé qui a été mis en place pour les aides à domicile du service public, la mesure a été prise, mais l'aide derrière apportée aux collectivités n'a pas suivi. Et aujourd'hui, on est en vraie difficulté parce qu'on est bien sûr partant pour revaloriser, mais je dirais que d'un côté, les dépenses augmentent, les recettes ne rentrent pas, et je crois que la réponse, et je dis régulièrement, aujourd'hui, la balle est au niveau du gouvernement. Il faut vraiment, vraiment que cette loi grand âge, qui est un petit peu, je dirais, un serpent de mer, puisse enfin voir le jour. Et c'est vrai que vous avez fait référence au rapport Guibault, donc, qui est sorti il y a 4 ans. Il y a des vraies mesures à prendre. Et aujourd'hui, en France, on sait qu'on a des personnes, et vous l'avez dit, qui sont en situation, je dirais, de danger chez elles, parce que personne ne peut intervenir. Des personnes qui sortent de l'hôpital sans accompagnement social, sans aide, je dirais, alors qu'il y a un vrai besoin d'aide à domicile. Donc voilà, je voudrais qu'effectivement, ce qui remonte peut-être, ce que fait l'UNCAS déjà, mais que le gouvernement entende vraiment aujourd'hui qu'il faut vraiment, vraiment, et c'est aujourd'hui, c'est pas demain, parce que c'était déjà hier, prennent et mesurent vraiment, je dirais, toute cette politique de vieillissement sur le territoire en France. Merci. D'autres témoignages ou alertes que vous souhaitez faire ce matin? Isabelle Madrid, c'est le point de vue que vous allez défendre dans ce CNR bien vieillir, avec, sans le dévoiler entièrement, des lignes de force que vous souhaitez porter. On voit bien dans tous les échos qu'on a eus. Je ne voudrais pas qu'après les retraites, le gouvernement se mette encore en danger. Parce qu'on voit bien qu'aujourd'hui, il faut cette réponse. Cette micro-projet de loi n'est pas la bonne réponse. Le CNR, tout le monde y a participé, mais il est temps aujourd'hui qu'on ait des mesures. Oui, de l'argent. Je voulais rajouter quelque chose. On dit souvent, ce qui nous inquiète, nous, souvent, c'est on a toujours l'impression que le bloc communal est toujours un peu la variable d'ajustement des politiques sociales. Donc le rôle des CCAS, c'est pas non plus de toujours mettre un peu plus d'argent, ce que vient de dire Madame, je voulais lui répondre. Non, les EHPAD, oui, sont en difficulté, 85% on l'a dit, mais c'est pas toujours au CCAS de mettre la main à la poche. La domiciliation, c'est pas toujours la bonne chose. Nos SAD ont des difficultés. Après, quand on parle de recrutement, pour montrer la divergence que nous avons avec le gouvernement, vous voyez un projet de loi des finances qui nous annonce, on est capable de financer 5000 personnes de plus dans les aides à domicile et les EHPAD.
Mais personne ne veut y aller. Donc on ne même parle pas le même langage. Et c'est ça. Aujourd'hui, il faut qu'on parle le même langage. On a un devoir. Je crois que tout le monde l'a dit, on est tous d'accord. On a une obligation de résultat. Parce qu'on se met, c'est insupportable de se mettre en danger. Et une fois de plus, c'est un problème de société. Alors, cette question de l'emploi et du recrutement, vous êtes aussi employeur associatif, grand employeur privé ou employeur public territorial, en concurrence les uns avec les autres parfois. Et pas forcément les mieux placés par rapport au privé aujourd'hui, qui doit se refaire une virginité, une vertu. Les associations que je représente, le secteur non lucratif, associations, secteur mutualiste, fondations, elles n'ont pas d'actionnaires. Le seul argent frais qui arrive dans les budgets des associations, c'est ce que veulent bien y mettre et l'État et les départements suivant les différentes politiques publiques. Et quand je vous entendais pour dire les CCAS ou le bloc communal ne peut pas être variable d'ajustement, mais les acteurs de terrain associatifs, chacun a ses difficultés, les acteurs de terrain associatifs, quand il faut, à qui on demande par ailleurs, et c'est bien normal de faire de l'ingénierie sociale, d'avoir l'approche domiciliaire, de développer des nouvelles modalités de prise en charge, enfin, de faire plus avec finalement moins, et des obligations légales, je pense. On évoquait les questions de l'alimentation en aparté tout à l'heure. La loi Egalim, qui est une excellente loi, pour favoriser le bio, les circuits courts dans les établissements, notamment, ça a des conséquences concrètes pour les gestionnaires d'établissements et de services que sont les associations, alors que leur budget n'a pas augmenté en conséquence pour satisfaire ces obligations. Et là où je voulais aller justement, vous citiez le climat social plus que tendu en ce moment. Il y a une caractéristique dans notre pays, c'est de proclamer des droits, et c'est très bien. Et quand les citoyens essayent de voir l'effectivité de ces droits-là proclamés par nous tous, y compris, dans leur vie quotidienne, ils ne les voient pas. Et je pense que ça, c'est vecteur non seulement d'incompréhension, mais, je vais oser ce mot-là, de décitoyenneté. C'est-à-dire de ne plus se sentir finalement partie prenante d'un tout, parce qu'on entend un certain nombre d'informations qu'on va développer, et quand très concrètement, sur notre sujet de l'autonomie, une personne elle-même, un aidant, essaie de comprendre comment le système marche, la réponse qui lui est apportée, pas toujours, heureusement qu'on est là les uns les autres, je ne veux pas non plus noircir, il y a plein de pays où c'est bien pire, évidemment. Mais néanmoins, il y a une question d'effectivité des droits proclamés aujourd'hui, et je pense que vers cela aussi il faut aller. Et puis mais il y a aussi, sur ce point, un rapport de confiance justement avec le niveau local. Les résultats hier matin présentés du baromètre des attentes sociales montraient que la commune arrive en tête, et toutes les études sur l'élu et la confiance placent le maire toujours en tête. Donc ça veut dire aussi qu'il faut être en capacité d'honorer cette confiance. Bien sûr, non, mais tout à fait. Et de toute façon, ça va être la grande question de l'approche territoriale de la 5e branche, du service territorial de l'autonomie. Mais juste pour terminer, on est aussi dans une situation où, dans notre pays, jusqu'à 25 ans, on est considéré comme des grands enfants, pas d'ouverture des droits sociaux, et on va dire, après 65 ans, on est considéré comme des grands-parents, et avec des droits effectifs qui ne sont pas complètement pourvus. C'est-à-dire qu'on n'est jamais vraiment considéré pour ce qu'on est, ni au début de l'entrée dans la vie adulte, ni à ce moment du grand âge où les gens sont un peu ballottés en fonction des politiques publiques. Et ça fait partie du signal d'alarme que je veux apporter. Si, sur la question du grand âge, de l'autonomie en général, on ne considère pas les personnes comme étant pleinement citoyennes, alors le décrochage dont je parlais à l'instant risque de se produire encore plus durement. Olivier Richoux, vous avez évoqué tout à l'heure la diversité des réponses selon les territoires, mais on voit bien en fonction des blocages institutionnels qu'il peut y avoir aujourd'hui, la nécessité, peut-être justement à l'échelle d'associations, à l'échelle de territoires et de CCAS, d'inventer de nouveaux modes d'accueil, d'accompagnement, de fluidifier entre établissements et services. Comment le département peut être facilitateur, puisque vous êtes à la fois le contrôle, le financeur? Le contrôle, pas suffisamment. Vous avez sans doute évoqué les questions de maltraitance. Aujourd'hui, ce n'est pas des sujets que les départements contrôlent beaucoup dans les services d'aide à domicile, par exemple. Mais venons-en à l'articulation.
Rien ne se passera sans les acteurs d'un bassin de vie. Ce qu'a dit Madame tout à l'heure sur la reconnaissance des métiers, c'est vrai dans toutes les filières. Et donc, il y a eu cette revalorisation du socle plancher par rapport à l'APA, que tous les départements ont mis en œuvre. Il y a eu cette revalorisation de l'avenant 43, dont les CCAS ont bénéficié avec retard. Avec Luc, on a eu l'occasion d'échanger sur le sujet. Mais je sais que certains collègues se sont fait tirer la manche un peu pour payer leur éco juste pour verser ces sommes. Donc on voit bien qu'il y a aussi besoin sans doute d'une loi qui fixe des règles et d'une simplification pour nous de nos relations avec la CNSA. On a 13 tuyaux différents qui nous alimentent, c'est illisible, incompréhensible. Donc nous qui siégeons, on est un certain nombre à la CNSA, on attend aussi une réforme avec une vraie couverture du risque à charge. Mais on a des marges de manœuvre qui existent. Regardez les 3 euros qualité qui ont été mises en œuvre par le PLFSS. Moi, dans mon département, je l'ai donné à tout le monde. Je n'ai pas demandé à ce qu'on fasse des dossiers compliqués pour analyser. Mais beaucoup de mes collègues ne l'ont pas fait et ont monté des usines à gaz pour répartir entre 0,50 centimes d'euros, 50 centimes d'euros à 1,50 € ou 2 €. Alors que l'argent, elle vient de la CNSA en plus, donc il n'y a pas d'effort de trésorerie. Donc on voit certainement que les départements ont à mieux s'organiser. C'est l'objectif que je porte en présidant ce groupe de travail à l'ADF, c'est de tenter d'harmoniser les pratiques. La CNSA va nous y aider. Nous, on a une grande confiance dans la CNSA. Et puis, je pense que la loi, la grande loi que nous attendons tous, elle va aussi fixer des règles du jeu nouvelles qu'il faudra que l'on mette en œuvre. Et les départements doivent être autour de la table. Ils le sont. Le ministre nous consulte régulièrement. On pense tous que le calendrier n'est pas le bon, puisqu'on a cette PPL avant même les conclusions du CNR. Bon, voilà, ne revenons pas dessus. Mais moi, je voulais juste, parce que je réinterviendrai peut-être pas après, pour que tout le monde puisse s'exprimer. On porte, nous, l'idée d'un service public départemental de l'autonomie, mais qui se fait avec les territoires. Et les territoires, c'est les bassins de vie. Et les bassins de vie, c'est le CIAS quand il y en a un, qui est un acteur essentiel, ou le CCAS dans une ville importante. Et il faut qu'autour de ce bassin de vie, on retrouve, y compris sur les questions de santé, une organisation. Et le financement, on y arrivera parce que la proposition de la mutualité est une proposition pertinente. L'État va devoir débloquer de l'argent et les départements vont devoir continuer à s'investir. Et vous citez le mot de santé, on voit bien que là encore, c'est une politique sur l'offre de soins aussi pour accompagner des personnes vieillissantes avec des maladies chroniques. Éric Chenu, alors sans attendre la grande loi et puis au-delà de la proposition de financement que vous faites, cette solution assurantielle et mutualiste, il y a aussi de l'expérimentation dans l'accueil, dans l'accompagnement. Et ça aussi, ça c'est intéressant de voir comment les idées foisonnent dans cette expérimentation. Oui, heureusement, avec les départements, les communes, on n'a pas attendu pour agir et on construit et on expérimente un certain nombre de choses. C'est vrai qu'on est déçu par cette PPL. Si j'étais un peu moqueur, je dirais que c'est un petit pas législatif, mais on voit bien que ce n'est pas à la bonne hauteur de la marche que l'on a à franchir. Les expérimentations, ils sont de différents ordres. C'est déjà accompagner le virage domiciliaire. C'est des expérimentations que nous menons dans 10 régions, 23 expérimentations dans le cadre de l'article 51 du projet de loi de finances de la Sécurité sociale, qui permet depuis maintenant 3 ans d'accompagner le virage domiciliaire. C'est en fait la prise en compte que pour que la personne puisse être bien accompagnée, la famille, les aidants soutenus, eh bien, il y a besoin de temps de coordination. Et que la coordination, c'est un métier, c'est une compétence, c'est une expertise. Et ces dispositifs renforcés d'aide à domicile, les DRAD, ils peuvent s'articuler à un EHPAD, on va dire, hors les murs. On va s'appuyer sur les services de l'EHPAD, mais ça peut aussi se faire totalement en dehors de tout EHPAD de proximité, en s'appuyant sur des SAD, sur des SIAD. Et donc, dans les différentes expérimentations, on a testé différents schémas et l'évaluation qui sera faite d'ici la fin de l'année 2023 permettra de démontrer les avantages, les inconvénients, ce qu'il faut aussi ajuster, aménager, etc. Mais on a pu voir
tout le bénéfice pour les personnes qui retrouvaient de la capacité à faire, à être bien chez elles, à ne pas être isolées chez elles, à faire en sorte qu'elles... Moi, je me souviens notamment d'un DRAD à Angers où j'avais emmené la sénatrice Elisabeth Doineau, où on a rencontré une bénéficiaire qui nous disait que depuis qu'elle était là, dans un DRAD, où on l'avait même aidé d'ailleurs à se reloger parce que son logement précédent n'était pas du tout adapté à son niveau de dépendance, eh bien, elle reprenait des activités sociales et culturelles, ce qu'elle n'avait pas fait depuis 5 ans. Et puis capacité aussi pour les professionnels, dans l'autonomie de cette équipe qui coordonne au plus près. De l'EHPAD à domicile, de se former à l'EHPAD, de pouvoir, ce que l'on disait tout à l'heure, s'inscrire dans une trajectoire professionnelle. Parce que justement, ça leur donne différentes possibilités d'évolution. Autre dispositif extrêmement intéressant, c'est des dispositifs de résidence autonomie spécifiques où on renforce là aussi par des moyens de coordination la possibilité pour les personnes déjà de jouer les interactions entre elles, parce qu'il y a aussi de la solidarité entre résidents d'autonomie. Nous, on reste un peu dans notre culture, notre ADN mutualiste, solidariste. C'est se protéger mutuellement aujourd'hui pour ensemble construire les solidarités de demain. C'est ça notre raison d'être. Et donc, on essaye avec nos 3 secteurs d'engagement, la participation, la proximité et l'innovation, eh bien de faire vivre cela dans les réalisations mutualistes, dans les services de soins d'accompagnement mutualiste. Ça fonctionne avec l'appui des municipalités, l'appui des départements, et c'est des éléments que l'on peut largement essaimer et qui pourront nourrir une partie des réponses dont on a besoin à l'échelle du pays. Jérôme Guedj, je vous vois avoir envie d'intervenir à ce niveau. Comment on fait aussi, sans attendre la loi, pour libérer les initiatives, les acteurs? Il y a des CCAS, des associations qui essaient de décloisonner, qui essaient d'avancer. C'est exactement ce que je voulais dire. Il y a besoin de cette impulsion législative parce qu'on est un pays attaché à la force de la loi et ça traduit aussi la mobilisation de l'ensemble de la communauté nationale. Mais fort heureusement, il y a eu ces mobilisations, ces initiatives, ces expérimentations, sauf qu'à un moment donné, à force d'expérimenter, on a envie que ça devienne des droits pleins et entiers. Et sur ce terrain-là, les communes, les CCAS, je le dis sans flagornerie ici, c'est vraiment parce que je le disais tout à l'heure, le vieillissement est un phénomène territorial, avec beaucoup d'acteurs qui sont impliqués, mais le maire et le président de CCAS, et les CCAS, ils ont ce rôle d'ensemblier, c'est-à-dire de la capacité à organiser sur le territoire. Là aussi, sans flagornerie, on est à Bourges. Je crois savoir que hier, Bourges s'est vu décerner la médaille d'or du réseau francophone Ville Amie des Aînés. Bravo Bourges pour ça. Alors on va les applaudir. Non mais c'est aussi révélateur et je veux mentionner le réseau francophone Ville Amie des Aînés parce que c'est des outils, en effet, justement sur cette vision panoramique transversale. Bourges s'était aussi engagé dans un agenda 21 de la longévité. C'est un peu la même démarche que sur les agendas 21 du développement durable. L'idée de se dire... Le bien vieillir dans tous les aspects de rapport à la ville, au territoire. Donc ça veut dire que ce n'est pas uniquement le maire adjoint ou la maire adjoint chargé des solidarités ou des seniors ou le CCS, mais c'est le maire qui dit ça... C'est ma responsabilité d'ensemblier parce que j'ai à coordonner l'action du bailleur social, de l'autorité organisatrice des transports, du travail avec les départements, du travail évidemment avec les associations. Donc tout ça, c'est heureusement il y a ces initiatives, mais à un moment donné, elles ont besoin d'être soutenues au niveau national pour les enjeux de moyens financiers parce que ça a un coût. Je vais prendre qu'un seul exemple. Dans le texte que je vais proposer dans quelques jours, je considère que si on veut prévenir la perte d'autonomie, et ça doit être une des missions de la CNSA au moment où elle se construit dans cette 5e branche, c'est bien d'être dans le financement des mesures de réparation, les EHPAD, les services à domicile, mais il y a de la prévention de la perte d'autonomie. Et quand un CCAS fait du aller vers, fait du repérage des fragilités, fait de la lutte contre l'isolement, il fait de la prévention de la perte d'autonomie. Même chose si la Poste demain devient un acteur non marchand, justement de ce repérage des fragilités. Les gardiens d'immeubles dans le parc social, parce que c'est un vrai sujet, le vieillissement dans le parc social. Toutes ces missions-là qui sont d'intérêt public, il faut qu'elles soient financées.
Et donc, quand on va muscler la CNSA et la branche autonomie, il faut aussi qu'il y ait une enveloppe financière pour financer ces actions de prévention de la perte d'autonomie. Ça pourra passer par les conférences des financeurs, mais il faut qu'il y ait des moyens bien plus importants. C'est la raison pour laquelle, je le redis, les initiatives locales formidables, le cadre national absolument nécessaire. Et pour cela, vu le contexte, il faut un peu s'indigner et un peu se révolter. Il faut donc créer du rapport de force. Peut-être demain, on lancera une pétition pour demander vite une loi grand âge, parce qu'on ne va pas encore attendre je ne sais pas combien de temps. Et on aura besoin que vous, professionnels, élus, vous puissiez relayer cette mobilisation, parce que moi, je suis convaincu que la société, elle est mûre, elle est demandeuse, et qu'il y a cette inertie d'une partie des décisionnaires qu'il va falloir qu'on Ça va être le message de cette table ronde. Merci, mesdames, merci, messieurs. Et si rapport de force il doit y avoir, le nombre des âgés dans ce pays montre que le rapport de force est en leur faveur.